c'est un exercice naturellement à la fois très nourrissant mais très desséchant, la médecine, puisqu'on passe son temps à lutter contre l'irrationalité, contre l'imaginaire. Depuis longtemps, je regrette cette part-là de mon exercice et j'étais à la recherche d'une évasion que m'apportaient certaines activités culturelles, parmi lesquelles la visite des musées dont Lorena a très bien parlé. Et maintenant, dans cette activité à la fois de médecin et d'écrivain, je trouve finalement que chaque activité soulage l'autre de sa peine. C'est-à-dire que si je n'étais qu'écrivain, j'aurais l'impression parfois d'être un peu hors sol, notamment en ces temps difficiles. Et si je n'étais que médecin, j'aurais l'impression d'être quelqu'un très asséché. Néanmoins, la profession de médecin est une profession qui est intéressante, je trouve, pour l'exercice d'écrivain, parce que le médecin est rompu à la curiosité de l'autre, donc en interrogeant l'autre, on finit naturellement par se nourrir de l'histoire de chacun, et se nourrir de l'histoire de chacun, c'est entretenir d'une certaine manière un imaginaire, on s'approprie l'imaginaire de l'autre, même si on se défend d'y plonger trop. La différence entre sympathie et empathie, c'est qu'on accompagne les gens sans éprouver totalement leur douleur. Et puis il y a cette curiosité, un médecin est un homme curieux, donc cette curiosité particulière portée aux choses m'a aidé en fait dans cet exercice très particulier d'un roman qui ressemble à peu d'autres, puisqu'il est construit en correspondance permanente avec les tableaux. Vous verrez dans ce livre, il y a 12 tableaux qui ont été choisis parmi le fond du musée Angladon et autour desquels s'est élaborée cette histoire. Alors maintenant, pour reprendre à votre question plus précisément, cette héroïne. Alors pourquoi ce livre? Pourquoi cette héroïne-là? Eh bien en fait, au risque de surprendre mon place, j'ai toujours été très intrigué quand j'allais dans les musées par ce que faisait le silence, l'immobilité dont vous parliez, l'immobilité, et je me disais mais comment peut-on être gardien de musée? Ça doit être terriblement ennuyeux, et puis s'effacer, cette manière de s'effacer toujours devant le public. Et puis à d'autres moments, je me disais, mais ça doit être formidable d'être gardien de musée, d'être formidable de pouvoir, surtout si on a une petite chaise dans un angle de la pièce, rester, s'absorber ainsi dans ses pensées, même si parfois, j'imagine qu'on décolle parfois du tableau et on s'abandonne dans une sorte de rumination un peu difficile. Donc ce livre, c'était comprendre et imaginer une vie de gardienne, et pour écrire ce livre, je m'étais d'ailleurs inspiré d'entretiens que j'avais menés auprès de 3 gardiens. C'était aussi essayer de comprendre quelle est la meilleure manière de lire une œuvre d'art, parce que, comme beaucoup sans doute de visiteurs, quand j'entrais dans un musée, étant ignorant, hein, curieux mais ignorant, j'essayais de conjuguer dans le même temps, ce que fait certainement font la plupart des visiteurs, c'est-à-dire à la fois on regarde une œuvre et puis très vite on dévie vers le cartel pour essayer de s'approprier la connaissance sur l'œuvre. Et la connaissance en fait tue un peu l'émotion. Et très souvent je sortais des musées enrichi de connaissances mais sans ayant éprouvé une seule émotion. Et enfin j'ai voulu imaginer à travers cette Muriel, cette gardienne, j'ai voulu imaginer que l'art puisse avoir une influence telle sur la vie de cette femme, qu'elle puisse la conduire à une émancipation à la fois familiale et professionnelle, conjugale, familiale et professionnelle. Donc c'est comme ça que j'ai voulu développer ce personnage. Alors j'ai choisi Avignon comme écrin parce que j'ai un lien intime et ancien avec cette ville dans laquelle j'ai vécu longtemps et dans laquelle j'aspire à passer ma retraite quand elle viendra. Et c'est dans cette ville-là et dans ce musée-là en particulier que j'ai découvert cette appétit de culture, il y a une culture de la culture en fait, en quelque sorte à Avignon, et c'est dans ce musée que j'ai apprécié à lire différemment les peintures. Si on considère, je suis interrogé, parce que naturellement c'est pas ma partie c'est la médecine, particulièrement les maladies infectieuses, je ne suis qu'un amateur d'art, mais l'art c'est à la fois un ensemble de techniques destinées à produire un résultat qui a été déterminé, mais c'est aussi le produit d'une activité humaine qui a été faite par un artiste en proie à une émotion particulière et qu'il a exprimé dans le cas d'un tableau
par sa main, mais qui est destiné à susciter une émotion chez l'autre. Donc finalement, en revenant à une lecture émotionnelle, on vient sans doute beaucoup plus, se rapproche beaucoup plus de l'intention de l'artiste qu'en lisant le cartel ou les aspects techniques qui ne sont finalement là que pour enrichir éventuellement secondairement la lecture, mais qui ne doivent surtout pas substituer à ça. Alors, certaines personnes m'ont demandé, mais qu'est-ce que c'est que la lecture émotionnelle d'une œuvre? Vous en parliez à la toute fin. Et je crois que c'est vraiment, en fait, à l'inverse de la propension de tout un chacun, c'est vraiment s'abandonner à la lecture d'un tableau comme on peut s'abandonner beaucoup plus naturellement à celle d'une musique. Il faudrait qu'un tableau puisse être une musique pour les yeux comme la musique est une musique pour les oreilles. C'est-à-dire je crois que c'est dans cette forme d'abandon complet. Alors ça nécessite du temps, du silence, comme vous le disiez, ça nécessite des sièges dans les musées qui sont malheureusement pas toujours suffisamment présents. Et il vaut mieux ne voir qu'un seul tableau sur les 10 présents dans la pièce, mais s'abandonner complètement à sa contemplation. Et c'est dans cet abandon, le temps faisant, que, pour rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure, en liant un point du tableau à un autre, on crée des correspondances, on a une lecture de l'œuvre qui est déjà différente d'un individu à l'autre, et puis lorsque se font d'autres correspondances entre l'atmosphère dont vous parliez, par exemple la neige qui peut rappeler des souvenirs d'enfance, l'espèce d'inquiétude qui naît du fait qu'on ne voit pas le bout de la route, où vont aller ces personnes, où vont-elles disparaître? Est-ce que ces plantes sur le côté sont des plantes bénignes ou carnivores? On pourrait, si on s'abandonne un peu à l'imagination, trouver des tas de phénomènes d'ordre émotionnel qui peuvent nous parler en fonction de ce que nous avons vécu et de la période dans notre passé, et de la période, l'état d'âme dans lequel on se situe.